à tous et bienvenue dans Retour en arrière. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe après Napoléon. La dernière fois, je vous ai laissé, Napoléon avait perdu face à la coalition et il s'était retrouvé à Sainte-Hélène. Je reviens un petit peu pour vous expliquer tout ça. Napoléon irrite particulièrement les monarchies européennes. En effet, à la base, il n'est pas un noble de haute lignée. Il vient d'une petite noblesse corse et il se fait l'égal d'un roi puisqu'il devient empereur en 1804. L'ennemi principal, c'est l'Angleterre, qui va entraîner dans son sillage un grand nombre de monarchies européennes au fur et à mesure que Napoléon va grignoter les territoires des autres pays. Vous retrouvez dans la coalition la Russie, la Prusse. La Prusse, c'est une partie de l'Allemagne, mais c'est une grande partie de l'Allemagne. L'Autriche et la Grande-Bretagne. L'Angleterre, qui va vraiment être le chef de file de cette expédition contre Napoléon. Après une première défaite, Napoléon se retrouve exilé par les Anglais sur l'île d'Elbe. Il est obligé d'abdiquer et on lui confère le titre de prince de l'île d'Elbe. Il reçoit une rente pour ce titre et voilà, ça s'arrête là. Sauf que Napoléon, c'est pas son truc de rester en retrait. Il va essayer pendant la période qui suit de revenir sur le territoire français et de reprendre sa place. À la chute de Napoléon, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de la France, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gouverne. Est-ce qu'on refait une république? Est-ce qu'on refait une monarchie? Qu'est-ce qui se passe? En l'occurrence, les monarchies européennes préféraient qu'on remette un roi. Si on met une république, les idées de la Révolution pourraient encore plus se diffuser à travers l'Europe et potentiellement mettre en péril leur propre règne. On va donc faire appel à quelqu'un qui était connu sous l'Ancien Régime, le frère de Louis XVI, qui veut prendre le nom de Louis XVIII pour marquer la continuité dynastique. Il reconnaît le fils de Louis XVI, donc Louis XVII, comme ayant régné, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Louis XVIII est soutenu par un homme politique dont on a parlé très rapidement sur la vidéo sur Napoléon, Talleyrand. Alors, je vous remets un portrait de Talleyrand ainsi que ses dates. Je me suis trompée dans l'ancienne vidéo, j'ai fait une faute de frappe. Au lieu de marquer 1754, j'ai marqué 1854 pour sa date de naissance. Mais il est bien né en 1854 parce qu'il ne peut pas naître avant de mourir. Après être mort, c'est pas possible. Voilà. Donc Talleyrand, qui est un homme politique français de premier plan, notamment durant la Restauration, va être en charge d'aller négocier lors du congrès de Vienne, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les puissances qui ont vaincu la France. Et Talleyrand est là pour faire en sorte que la France reste quand même parmi les grandes puissances européennes. Ce congrès de Vienne se déroule entre septembre 1814 et juin 1815. L'objectif de ces personnes qui se réunissent, donc les représentants des différents États qui ont fait la guerre à Napoléon, donc les monarchies européennes, c'est de se partager le gâteau. En gros. L'idée est également de restaurer la civilisation telle qu'ils la connaissaient. Autrement dit, on efface un petit peu tout ce que la Révolution a créé, hop, on balaye tout, on met tout sous le tapis et on revient à ce qu'on connaît, une monarchie bien pure et dure où le roi a tous les pouvoirs. C'est Talleyrand qui a été en charge de gérer la fin du règne de Napoléon. Il va en 1812 devoir faire voter par le Sénat et le corps législatif la déchéance de Napoléon, qui n'est plus empereur, et la nomination de Louis XVIII. Au départ, tout le monde n'était pas d'accord. L'idée, c'est de revenir à une constitution qui reprend à peu près celle de 1791, avec une monarchie constitutionnelle, un petit peu à l'anglaise, avec le roi qui serait là pour régner, mais avec des assemblées qui s'occuperaient des textes législatifs en grande partie. Cependant, le roi a quand même des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Louis XVIII refuse cette constitution, mais il va être obligé de faire des compromis. On n'est plus avant la Révolution, il y a des choses qui sont passées par là et le peuple n'a pas totalement oublié les nouvelles libertés qu'il a acquises grâce à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux constitutions qui se sont succédées. Le maître mot, c'est le compromis. Il n'y a pas d'autre solution. Si le roi veut pouvoir régner, il va falloir qu'il fasse des compromis. Il va élaborer une charte. Alors le mot n'est pas choisi au hasard. Une constitution, c'est très lié à l'idée de pouvoir du peuple. L'idée de démocratie, même si elle n'est pas obligatoire, qui est sous-jacente. Il y a des pays qui sont loin d'être des démocraties et qui ont des constitutions. Mais c'est l'idée de nation, c'est des mots plus modernes, plus contemporains. Louis XVIII choisit le mot charte, c'est un terme qui vient du Moyen-Âge et du coup ça fait repenser au roi de l'ancien temps,
les grands rois chevaleresques qui étaient protecteurs du peuple. C'est de la poudre aux yeux, hein, pour ne pas plagier notre président. La poudre de perlimpinpin, clairement c'est ça, c'est un effet de marketing. L'idée c'est qu'on fait une charte, ça donne une idée de grandeur au roi et ça lui permet de faire passer des petites choses de discretos sans que on l'accuse de vouloir revenir à une monarchie trop rigoureuse. Donc l'organisation pendant la Restauration va se passer ainsi. Vous avez le roi qui nomme ses ministres et après vous avez les assemblées et il y a des liens entre tout ça. Le roi a le droit de dissoudre l'assemblée, la chambre des députés. Donc ça lui donne quand même un certain pouvoir sur le corps législatif. Conserver les acquis de la Révolution, l'égalité devant l'impôt, l'égalité devant la loi, la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté de propriété, effectivement. Ça c'est très important. Le 19e siècle est vraiment le siècle de la bourgeoisie et monnaie, c'est très important. Détail important, on revient au drapeau blanc. Adieu le drapeau tricolore de la Révolution. Le roi remet en place le drapeau de la monarchie, c'est-à-dire le drapeau blanc avec les insignes de sa famille, de la famille des Bourbons, sa famille. Napoléon revient sur le territoire français et il arrive à reprendre le pouvoir. Avec une petite armée, il monte vers Paris et paf, le gouvernement de Louis XVIII vole en éclats. Le roi s'exile, il part très très loin, il a peur. Sauf qu'en fait, Napoléon va rapidement être réattaqué par les autres monarchies alentour et c'est la défaite de Waterloo, la grande défaite française qui met une fin définitive, un point final à l'épopée napoléonienne. Cette fois-ci, les Anglais ne sont plus d'accord pour exiler Napoléon pas trop loin de la France. Il est envoyé à l'autre bout du monde, sur l'île de Sainte-Hélène, où il va terminer ses jours et il mourra en 1821. En attendant, Louis XVIII, il revient, voilà, j'étais partie en exil, j'avais peur, je reviens, c'est bon, c'est mon trône, je reste. À partir de ce moment-là, dans la Restauration, vous allez avoir une opposition entre deux camps. Ceux qu'on appelle les ultras, qui sont très très attachés à une monarchie rigoureuse, avec un pouvoir du roi très fort, et les libéraux, qui eux vont être plutôt pour des choses modérées, avec des libertés importantes pour le peuple, et notamment au niveau économique, faut le dire. Les ultras sont des conservateurs et c'est ce qui va poser le plus souvent problème. Ils ne veulent pas faire de compromis, ce sont des personnes qui veulent aller au bout de leurs idées. Louis XVIII meurt en 1824. Il aura régné quelques années, son règne n'est pas parfait, on ne peut pas dire que ça a été un très grand roi, mais il a réussi à faire ce compromis entre révolution et monarchie. Pas par choix, mais par obligation, ça lui a permis de régner. Louis XVIII n'a pas de successeur direct, il n'a pas d'héritier, il n'a pas eu d'enfant. Par contre, on lui trouve un successeur très très vite, son frère Charles X, qui est donc le troisième frère de Louis XVI. Charles X est beaucoup plus inflexible. Lui, il veut une monarchie forte. Il veut revenir à la monarchie absolue. Il ne fera pas de concessions. Du coup, ça porte les ultras au pouvoir. C'est eux qui ont le monopole et qui peuvent maintenant faire passer des lois qui valorisent le pouvoir du roi avant tout. Plusieurs gouvernements vont se succéder. On a de nombreuses tensions qui apparaissent. Un des événements importants du règne de Charles X, c'est la conquête de l'Algérie en 1830. On est à la fin de son règne, vous allez le voir, mais c'est un des événements marquants. C'est à partir de ce moment-là que l'Algérie entre dans le giron français. Les tensions sont de plus en plus fortes. Et le 25 juillet 1830, Charles X va signer ce qu'on appelle les ordonnances de Saint-Cloud, où il réduit drastiquement la liberté de la presse. Et ça, les journalistes ne l'acceptent pas. Et le peuple parisien non plus. Ces ordonnances, Charles X dissout l'Assemblée législative et il réduit aussi le nombre d'électeurs pouvant voter pour la nouvelle Assemblée. Et ça ne passe pas du tout auprès de la population. Des émeutes vont éclater les 27, 28 et 29 juillet 1830. Il y a des barricades qui s'installent dans Paris, des émeutes, tout est bloqué et le roi est acculé. Le 30 juillet 1830, Charles X est obligé d'abdiquer. C'est la révolution des Trois Glorieuses. La révolution n'aura duré que 3 jours, mais elle aura réussi à balayer un gouvernement qui n'était pas stable et qui souhaitait un retour à une monarchie beaucoup trop rude après ce que la France avait connu. Trop de changements, on ne peut pas revenir en arrière. Lorsque le peuple commence à avoir des libertés, c'est pas possible de les lui enlever. Charles X abdique en faveur de son fils. Celui-ci n'est pas reconnu comme le souverain légitime par l'Assemblée qui préfère choisir Louis-Philippe d'Orléans. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, je vous ai fait un résumé assez bref de la restauration des Bourbons. C'est une période où on fait des allers-retours entre le passé et les innovations. Concrètement, il n'y a pas eu de grandes avancées politiques, mais on n'a pas renié les idéaux de la Révolution et le futur souverain
des Français, Louis-Philippe sera obligé de les accepter. Il le fait pas par envie, mais par obligation. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je suis là pour y répondre. Surtout, soyez curieux.